C'est le petit-déj de l'actu parce que sur l'actualité du moment, il y a donc ces terribles incendies dans le Var, le Vaucluse et l'Aude qui ont déjà ravagé 5000 hectares et fait 2 victimes. On se souvient aussi des incendies dans cette même région en 2003, en 2017, sans parler des inondations en France et en Europe qui se multiplient. De ce rapport du GIEC qui est sorti début août et qui explique clairement que l'impact de l'homme sur le changement climatique est sans équivoque, pour citer ce rapport. Et concernant d'ailleurs la situation actuelle dans le Var, Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré hier à Bormes-les-Mimosas, on a évité le pire, mais n'a rien dit sur l'après, sur comment affronter ces prochaines décennies qui devraient pourtant nous inquiéter tous. Donc notre question que l'on vous pose aujourd'hui, est-on réellement prêt en France à faire face à la multiplication et à l'intensification des événements climatiques? Donc continuez de réagir sur notre compte Twitter, Sud Radio ou au standard au 0826 300 300 pour en parler avec nous, nos deux invités, Jean-Pascal Van Ypersel, climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et ancien vice-président du GIEC, et le colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS 58, le service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bienvenue. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Pour commencer, Jean-Pascal Van Ypersel, quand on voit les incendies meurtriers dans le Var, mais aussi en Grèce, en Algérie, en Turquie, quand on voit également les inondations dramatiques qui ont touché notamment votre pays, la Belgique, ainsi que l'Allemagne, on s'en souvient le mois dernier, est-ce qu'on peut dire déjà que ces catastrophes naturelles se multiplient, qu'elles s'intensifient d'année en année? Et est-ce qu'on peut les lier directement au changement climatique? Alors, lié à un événement individuel, c'est difficile, même s'il est possible que des études qui devraient être publiées d'ailleurs dans les jours qui viennent devraient sans doute montrer scientifiquement qu'il y a un lien. Mais de toute façon, si on prend un peu de recul et si on regarde l'ensemble des événements qui se sont passés ces dernières années, ces dernières décennies, on voit bien qu'il y a une augmentation de l'intensité, de la fréquence d'un certain nombre de ces événements extrêmes, dont justement les inondations dues à des pluies très intenses, les épisodes de sécheresse aussi, les épisodes de canicule, des températures très difficiles à supporter, qui favorisent souvent malheureusement des incendies de forêt. Et donc c'est cette répétition, c'est cette accumulation d'événements de ce type qui est liée au réchauffement du climat. Ça, je pense, c'est très clair. Colonel Michael Bruno, je rappelle, vous êtes donc le directeur adjoint du SDIS de la Nièvre qui abrite une grande partie du parc régional du Morvan, la grande forêt du Morvan. Vous-même, les pompiers, vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le risque d'incendie chez vous. Quand on pense incendie, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser sud de la France, mais ça vous concerne aussi. Pourquoi êtes-vous inquiet du côté de la Nièvre ? Écoutez, vous l'avez dit, le parc du Morvan représente à peu près, si on parle de la partie boisée, 250 000 hectares de bois sur 4 départements qui ont fait une particularité parce qu'on est sur 4 départements, donc 4 SDIS qui interviennent sur ce massif. Nous avons tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans maintenant avec une évolution importante des plus anciens du département de la Nièvre qui ont vu à la fois une évolution sur la température, mais aussi, on en parlait encore hier avec l'Office national des forêts, sur le vent, qui depuis 2 ou 3 ans est sur des forces de 50 km/h à peu près sur la partie du Morvan. Et au-delà de ça, tous les acteurs du territoire voient une évolution. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais on a un stress hydrique relativement important dans le parc du Morvan et une particularité aussi du parc du Morvan qui a lieu aussi dans la partie des Vosges notamment et du Jura, c'est l'ascolite sur les épicéas qui viennent aggraver la situation des feux de forêt. Je me rappelle l'année dernière une intervention pour feux de forêt avec un massif d'épicéas scolités, où c'est une véritable torchère sur le massif avec une évolution importante du feu. Vous parlez du stress hydrique important concernant le Morvan, concernant la Nièvre. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, un scientifique du réchauffement climatique. Il est clair que je fais le point, et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans, notamment sur la saison d'été avec l'Office national des forêts. Même si cette année, la particularité des départements
du centre ou au-dessus du sud de la France est beaucoup plus optimiste que les autres années, avec plus de pluie que 2019 et 2020. Le stress hydrique existe toujours, et l'ONF me disait hier matin que c'est une accumulation depuis des années qui fait que même si cette année on a des eaux, des pluies importantes, ça n'empêche qu'on a quand même du stress hydrique sur les massifs du Morvan. Justement, sur cette question aussi de votre côté, Jean-Pascal Vanni-Persel, sur cette question du stress hydrique, c'est vrai que c'est une question importante à noter sur l'absence d'eau, l'insuffisance d'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi de plus en plus, d'année en année. C'est un phénomène important et qui peut expliquer notamment, d'une certaine façon, ces incendies à répétition, en tout cas qu'ils soient facilités d'une certaine façon. Alors, ça dépend où, évidemment. Dans toutes les projections climatiques, on voit, et on le voit depuis longtemps, une tendance à un assèchement de l'ensemble du bassin méditerranéen, donc le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. Alors, où commence le sud de l'Europe? Ça, c'est évidemment un petit peu flou. Mais certainement, le sud de la France en fait partie. On voit paradoxalement, au cœur de cette tendance aussi, une intensification des pluies. Donc, on peut avoir une diminution de la quantité moyenne d'eau qui tombe à l'échelle de l'année et avoir, quand il pleut, des pluies qui sont très intenses, puisqu'on sait que le réchauffement s'accompagne d'une augmentation de l'évaporation à la surface de l'océan. Donc, quand il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, eh bien, les pluies peuvent être plus intenses quand il pleut. Alors, je vais faire une petite remarque aussi sur les scolites qui viennent d'être cités. Les scolites, ce sont des insectes qui se développent dans les forêts, surtout quand il ne fait pas assez froid en hiver. Et donc là aussi, le réchauffement climatique a un rôle, malheureusement, qui facilite le développement de ces insectes qui attaquent les arbres. On le voit en Amérique du Nord, on le voit dans bien des pays. Et donc, ces insectes eux-mêmes sont favorisés par le réchauffement du climat et ça favorise les incendies par la suite. Vous qui êtes en Belgique, alors on entendait à l'instant justement avec notre invité, le colonel Michael Bruno, la question de savoir que c'est vrai qu'en France, finalement, on se rend compte que même au nord, on commence à avoir des risques d'incendie. Est-ce qu'en Belgique aussi, on sent les conséquences directes de ce réchauffement climatique, notamment sur ces questions d'incendie, ces risques d'incendie? Et vous savez, je viens d'aller chercher le journal dans la boîte aux lettres et la couverture du journal, la Libre, pour ne pas le citer, c'est « Est-ce que ces incendies extrêmes sont possibles chez nous ?» des incendies de forêt. Et donc, la question se pose partout en Europe. On se souvient, il y a 2 ans, quand Greta Thunberg a commencé ses grèves du climat, il y avait des incendies de forêt en Suède, à des endroits où jamais il y avait eu des incendies à cette échelle-là. Donc, je pense que c'est toute l'Europe qui est concernée. Bien sûr, davantage le bassin méditerranéen, davantage le sud de l'Europe, mais c'est l'ensemble de l'Europe qui doit se préparer mieux. Et je rejoins vos auditeurs sur le point que dans la plupart des pays, je pense qu'on n'est pas assez préparé. Et bien justement, on va y revenir sur cette question-là, la question de la préparation dans un instant. On poursuit ce débat avec vous, Jean-Pascal Vanni-Persel. Je le rappelle, un climatologue, notamment ancien vice-président du GIEC. On reste aussi avec le colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS de la Nièvre. Restez bien avec nous sur Sud Radio, 0826 300 300 pour participer à ce débat. A tout de suite. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Alors, j'ai fait les courses. J'ai pris 3 cahiers pour la rentrée. Un pour toi, un pour moi et un pour Jeanne. La rentrée s'annonce studieuse chez les Martins. Jusqu'à mardi, c'est la rentrée des classes chez Auchan. Pour l'achat de 2 cahiers Coverbook, le 3e est offert. Auchan, avec plaisir. 5 € au lieu de 7,50 € les 3 cahiers, soit 1,67 € le cahier Coverbook Clairefontaine 90 grammes, 24-32 cm, 96 pages. 2,50 € le cahier acheté seul, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et sur Auchan.fr. Castorama. En ce moment, réveillez le castor qui est en vous. À la rentrée, on a tous envie d'améliorer le confort de sa maison sans faire augmenter sa facture. Alors vous aussi, profitez de la très grande braderie jusqu'au 27 septembre et changez pour le radiateur économique Noireau 1000 watts équipé d'un double cœur de chauffe pour une chaleur en continu et un confort optimal à 199 € au lieu de 239 et fabriqué en France. Castorama, changer nous fait avancer. Disponible en magasin, en drive ou livré chez vous. Sud Radio Cagnes-sur-Mer. 97.9. Sud Radio. L'instant Darty. Tu la vois comment la rentrée, toi? En grand et en 4K UHD. Waouh,
C'est la rentrée chez Darty. Jusqu'au 26 septembre, le téléviseur 147 cm 4K Philips The One Ambilight et Android est à 699,99 € au lieu de 899,99 €. Et la livraison et l'installation sont gratuites. Voir conditions en magasin sur darty.com. À tous les parents qui disent « c'est pour ton bien », à ceux qui ont fait un dessin dans l'assiette dans l'espoir que ça aide, et à tous ceux qui vont être obligés de dire « finis tes légumes, sinon t'auras pas de dessert ». On est avec vous. Cette semaine, Intermarché propose le sachet de 1 kg de carottes Mon Marché Plaisir à seulement 89 centimes. En plus, elles sont origine France. Encore un petit prix pour lutter contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété nantaise, calibre 20-40, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Sud Radio, le grand matin était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Bonne matinée à tous, 9h21 sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le petit-déj de l'actu et on continue le débat autour de la question du jour. Est-on réellement prêt en France à faire face à la multiplication et à l'intensification des événements climatiques? Pour en parler avec nous, on a deux invités. Jean-Pascal Van Ypersel, climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et ancien vice-président du GIEC. Et le colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS 58 dans la Nièvre. Colonel Michael Bruno, on l'évoquait à l'instant, la question aussi des moyens. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on est prêt? C'est notre question du jour. Est-ce qu'on est prêt à faire face à ces catastrophes naturelles qui se multiplient, qui s'intensifient? Du côté de la Nièvre, est-ce que vous avez tout simplement les moyens sur place suffisants face au risque incendie? Est-ce que compter sur des renforts, notamment venant d'autres départements, ça suffit ou pas? Alors, est-ce qu'on est prêt? Je ne pourrais pas vous le dire. Ça va dépendre de l'intensité à venir des phénomènes climatiques. Est-ce qu'on s'y prépare? Oui. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a alerté depuis de nombreuses années les politiques sur la problématique du réchauffement climatique et la conséquence sur la politique de sécurité civile. Il est clair que dans le sud de la France aujourd'hui, ils sont plus prêts à faire face à ces phénomènes que les départements du nord ou du centre de la France. Au sens où ils ont un recul de nombreuses années, avec les feux qui quand même existent depuis un certain nombre d'années, oui, et des phénomènes climatiques, des inondations importantes depuis de nombreuses années. La chance que l'on a dans notre modèle de sécurité civile, c'est qu'il y a du monde composé essentiellement de sapeurs-pompiers volontaires, donc plus de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, et aussi un mécanisme d'entraide entre les différents départements qui est géré par notre centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le COGIC, via nos zones de défense qui permettent de pouvoir aider d'autres départements qui seront en difficulté. Un exemple, hier soir, dans la Nièvre est parti 4 sapeurs-pompiers pour venir prêter main forte dans le Var, non pas sur le feu du massif des morts, mais pour compenser le manque de disponibilité dans les casernes. Donc il y a eu un appui hier et d'autre part demain, des sapeurs-pompiers de la Nièvre et de la zone de défense Est partent sur les Antilles pour aussi compenser la problématique du Covid sur les Antilles. Pour être très concret, colonel, sur ce qui a été mis en place dans la Nièvre pour faire face à ce risque incendie. Qu'est-ce qu'il y a? On fait des stages justement chez les plus jeunes pour pouvoir être prêts à parer à ce risque incendie. Est-ce qu'on a des moyens, des avions peut-être, des bombardiers d'eau qui sont à disposition, pas loin aussi de la Nièvre? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on est en train de mettre dans la Nièvre en place, plus d'autres départements de la région centre, on en est relativement fiers. Il y a 2 ans, quand on a commencé à avoir le phénomène climatique sur la Nièvre, réchauffement et la partie Morvan qui commençait à brûler, nous avons innové en mettant en place les mêmes dispositifs qui se mettent en place dans le sud de la France depuis de longues années. Et pour tout vous dire, mes collaborateurs, comme les politiques, comme mes collègues, m'ont regardé avec des gros yeux en disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et je pense qu'à un moment donné, il était clair qu'il fallait déjà anticiper il y a 2 ans ces phénomènes dans les départements du centre de la France, phénomènes qui aujourd'hui nous ont permis depuis 2 ans de mettre en place plusieurs organisations. La première d'entre elles, c'est des dispositifs prévisionnels qui n'existaient auparavant que dans le sud de la France, dans l'arc méditerranéen, dispositifs prévisionnels avec de multiples engins qu'on prépositionne au plus près des risques, au plus près des massifs à risque. Ça n'était jamais mis en place dans le centre de la France, d'autant que la Nièvre a la partie Morvan qui est sur la partie est à 1h30 de la partie périurbaine ou urbaine, donc ce qui fait des délais relativement importants pour intervenir. Ça, c'est le premier dispositif qui nous a permis très clairement, et c'est factuel, de limiter à plusieurs dizaines d'hectares des feux qu'on a eu en 2019-2020.
Alors que si on n'avait pas mis ces dispositifs, y compris par des moyens extra-départementaux de la Marne et tout ça, en anticipation, en prévention, c'était plusieurs centaines d'hectares qui partaient en fumée dans le Morvan. Donc ça, c'est le gros dispositif que nous avons mis en place. Et puis, quelque chose qui est en train de se développer, et ça fait un peu boule de neige par rapport à d'autres départements. À la demande du préfet, nous avons créé une sous-commission feu de forêt et on est en train d'élaborer un plan d'action sur 10 ans avec plusieurs actions qui nécessiteront des engagements financiers forts, mais des actions importantes pour la partie du Morvan. On va y revenir dans un instant, mais déjà, Jean-Pascal Vanni-Persel, il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la question de l'aménagement du territoire. Ça aussi, j'imagine que c'est une question importante à prendre en compte face au risque d'inondation, mais aussi d'incendie. Bien sûr, la manière dont on utilise le territoire est très importante par rapport au changement climatique, aussi bien du côté de l'adaptation à la partie des changements climatiques que l'on ne peut plus éviter, celle qui est bien en route, que du côté de la prévention pour essayer de décarboner le plus vite possible nos modes de vie et nos économies. Dans les deux cas, l'aménagement du territoire est très important. Les forêts, on peut les gérer. On sait bien que les forêts se gèrent sur le long terme, sur 50, 70 ans, le type d'arbre que l'on plante, la manière dont on laisse ou non des coupe-feux, par exemple. Est-ce qu'on laisse se développer partout rien que des résineux, comme c'est assez bien le cas dans le sud de la France, ou bien est-ce qu'on a des mélanges de résineux et de feuillus qui brûlent moins vite? Est-ce qu'on a des chemins d'accès pour les secours ou pas? Et du côté des inondations, est-ce qu'on laisse construire ou non à côté de rivières qui ont toujours eu tendance à sortir de temps en temps de leur lit. Mais sur ce sujet, on a l'impression qu'on en parle depuis des années et on a l'impression que ça ne s'améliore pas. Et on l'a vu du côté du sud-est de la France en octobre dernier, la vallée de la Roya, où on a l'impression finalement qu'on en parle, mais que rien ne s'améliore. C'est vrai ça ou pas ? Oui, je pense que l'impression, elle est fondée et c'est comme ça malheureusement dans beaucoup de pays où aussi bien les décideurs politiques que les citoyens ont la mémoire courte. Ils sont très mobilisés quand il y a un événement, très choqués quand il y a un événement et puis ça passe et on oublie que c'est le genre de problème qu'il faut gérer dans le long terme. Il faut avoir une vision, il faut anticiper. Et donc je crois que c'est les décideurs politiques, les décideurs économiques et les citoyens qui les élisent, qui les choisissent, ont un rôle très important pour orienter la manière dont on utilise, par exemple, le territoire, la manière dont on décarbone ou pas nos modes de vie dans les années qui viennent, parce que c'est tout l'avenir de l'habitabilité même de la planète qui est en jeu. On va justement aller du côté du standard 0826 300 300 puisqu'on a un auditeur qui a décidé de nous appeler, qui avait une question, je crois. Oui, Marilyn. on a Jérôme de Carcassonne qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin, bonjour Marilyn. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur ce débat, je crois. Oui, alors je tenais déjà à dire que j'étais ravi de vous avoir parce que je vous écoutais tous les matins et j'étais ravi de vous parler en direct. Ah bah c'est gentil. C'est gentil aussi. On est ravis de vous recevoir en tout cas. Voilà. Et je vais poser une question effectivement à vos deux invités, une question qui me préoccupe beaucoup parce que dans le Sud, on est évidemment confronté à tous ces feux. Je suis d'une énorme tristesse et d'une très très grande colère. Ouais. Je voudrais savoir comment, est-ce que vos deux invités savent comment partent ces feux? Est-ce que, parce qu'on sait bien que c'est souvent d'origine humaine, criminelle ou accidentelle, un mégot jeté ou un feu allumé volontairement, est-ce qu'il y a aussi un phénomène naturel, des feux qui se déclenchent comme ça, tout seul, on parlait des insectes, voilà. Est-ce qu'on sait à chaque fois comment ça part? Parce que ça part vraiment des fois dans des endroits qui sont inaccessibles à l'être humain, et ça part quand même. Et ensuite, juste une deuxième question, en termes de prévention, est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi comme les grands pays comme la Chine ou la Russie qui font la pluie et le beau temps pour déclencher du soleil ou des pluies en fonction de ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, envisager de déclencher une pluie artificielle en prévention ou pour répondre à ces phénomènes? Parce qu'on a le contrôle du climat, maintenant on sait le faire, donc voilà. Je vous laisse avec ces deux questions-là et je vous remercie beaucoup. Deux très bonnes questions, très intéressantes, Jérôme de Carcassonne. Merci d'avoir appelé. On va y répondre dans un instant avec nos invités, juste après une petite page de publicité. Vous restez avec nous. Je vous rappelle le nom de nos invités qui sont présents avec nous pour en parler, justement. Jean-Pascal Vanni-Persel, qui est ancien vice-président du GIEC, et puis avec nous aussi le colonel Mickaël Bruno du SDIS de la Nièvre. Restez bien avec nous sur Sud Radio, on revient dans un instant. Sud Radio, le grand matin, était 7h-10h.
Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Bienvenue sur Sud Radio, il est 9h33, c'est le petit-déj de l'actu. On continue le débat autour de notre question aujourd'hui. Est-on réellement prêt en France à faire face à la multiplication et à l'intensification des événements climatiques? Nos deux invités, Jean-Pascal Vannipercel, climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et ancien vice-président du GIEC, et le colonel Michael Bruno, directeur adjoint du SDIS 58 dans la Nièvre. Et on va répondre justement aux deux questions de Jérôme, notre auditeur qu'on avait il y a quelques instants, il y a quelques minutes. Tout d'abord, cette première question, elle est pour vous, colonel Michael Bruno, sur les origines de ces feux en général. On le dit souvent, c'est d'origine humaine à pratiquement 100%, c'est ça à peu près. Est-ce qu'il existe pour le coup des causes plus naturelles à ces incendies? Et lesquelles? Alors, pour vous confirmer la cause humaine, je vais reprendre un post de notre président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le colonel Allione, qui est sorti il y a une journée sur le feu du massif des Morts, qui dit « Le feu est parti au bord d'un axe routier, la main de l'homme n'est peut-être pas innocente ». Tout simplement pour vous dire que la très très grande majorité des débuts de feu, que ce soit des feux de végétation au sens large, que ce soit des feux de culture ou des feux de forêt, sont issus de la main de l'homme. Alors que ce soit de la négligence, de l'imprudence, de l'acte volontaire. Quand je dis de la main de l'homme, ça peut être une cigarette, comme ça peut être l'utilisation d'outils ou de matériel forestier. Nous, les feux qu'on a eu depuis ou des disqueuses, par exemple, des disqueuses ou des matériels forestiers, donc c'est essentiellement de la main de l'homme. Alors, il y a d'autres phénomènes qui sont quand même relativement rares sur les feux de végétation et les feux de forêt, ou indirectement de la main de l'homme. Une moissonneuse-batteuse qui met un feu sur un feu de culture, c'est de la main de l'homme. Quelque part, c'est une imprudence, une négligence parce que la moissonneuse-batteuse n'est pas entretenue. Ouais. Alors d'autres phénomènes existent, alors principalement dans d'autres types de feux. Là en ce moment, on a quelques feux de stockage de foin. Il y a des phénomènes de fermentation avec des foins et des balles de foin qui ont été rentrées ou de paille qui ont été rentrées avec beaucoup d'humidité, avec un taux d'humidité importante. On a des phénomènes de fermentation en ce moment dans les stockages, dans les hangars de stockage de ces bottes de foin et de paille qui font qu'on a des débuts de feu. Après, on peut avoir des phénomènes donc de fermentation qui existent aussi dans les silos, mais maintenant sur les feux de végétation très souvent la main de l'homme en est la cause. Jean-Pascal Vannipercel, pour vous la deuxième question en l'occurrence de Jérôme, notre auditeur, un peu sur de la science-fiction, mais quoique, parce que pour le coup on fabrique bien de la neige. Voilà, et puis alors du côté de la Chine, on se targue d'ici 2025 de faire la pluie et le beau temps, de pouvoir faire grêler, d'avoir de la pluie, en tout cas pouvoir justement faire en sorte qu'il pleuve à tout moment. Est-ce que c'est vraiment envisageable ça? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que si on fait de la science-fiction, est-ce que ça pourrait éventuellement nous aider à régler ces problèmes? En tout cas, dans l'instant, on va dire, dans l'urgence, problème d'incendie par exemple. En deux mots, non. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait des recherches là-dessus dans différents pays et il n'y a pratiquement pas d'études qui montrent qu'on aurait pu vraiment provoquer de la pluie là où il n'y en aurait pas eu normalement. Vous citiez l'exemple de la neige, mais l'exemple de la neige que l'on fabrique, on amène des quantités énormes d'eau pour fabriquer de la neige. Et il faut du froid. On ne peut pas créer des nuages et tirer dedans pour que ça fasse de la pluie encore. Voilà, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a un assèchement dans le bassin méditerranéen ou une zone dans laquelle il n'y a pas de pluie, c'est que l'air est dans une zone de haute pression en train de descendre. Et si l'air descend, cela s'oppose au mouvement de convection, au mouvement ascensionnel qui existe en amont des nuages. Et donc, essayer de bombarder l'atmosphère avec de l'argent, des choses comme ça, ce qui a été essayé effectivement en Russie, en Chine, dans beaucoup d'autres pays, ça marche très rarement. Et rien ne dit vraiment qu'on n'aurait pas eu de pluie à cet endroit-là si on n'avait rien fait non plus. Donc c'est très difficile de montrer l'efficacité de ces techniques-là. Par contre, là où nous avons une part du climat futur entre nos mains, c'est du côté de l'utilisation des combustibles fossiles. C'est
très indirecte. Mais on sait que la combustion du charbon, du pétrole, du gaz provoque des émissions de CO2 et que ces émissions de CO2 jouent un rôle d'isolant autour de l'atmosphère et que c'est cet isolant thermique qui piège la chaleur en dessous de cette couche d'isolant et qui contribue au réchauffement et à tous les événements climatiques extrêmes associés à ce réchauffement, à ce dérèglement du climat. Et ça, c'est entre nos mains encore, pour le futur en tout cas. Pour ce que nous n'avons pas encore émis, nous pouvons décider de décarboner, d'utiliser moins de carburants fossiles, de déboiser moins aussi. Et si nous faisons ça, nous irons en tout cas beaucoup moins vite vers un climat encore plus déréglé qu'aujourd'hui. Et ben voilà, en tout cas, on finira sur cette note d'espoir. Merci beaucoup Jean-Pascal Vanni-Persel. Je rappelle, climatologue, professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique, ancien vice-président du GIEC. Merci aussi à vous, colonel Mickaël Bruno, directeur adjoint du SDIS de la Nièvre. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous sur Sud Radio. Et puis, on remercie aussi Jérôme, notre auditeur, de Carcassonne, qui nous avait appelé au 0826 300 300 pour ces deux questions. C'était important, justement, de pouvoir y apporter notre réponse. Merci à vous. Et on termine avec le résultat final de ce sondage. On rappelle la question qu'on vous a posée depuis ce matin sur nos réseaux sociaux. Est-on réellement prêt à faire face à la multiplication, à l'intensification des événements climatiques? Le résultat final, Maryline. 77% des sondés disent non. On n'est pas prêt. Avec un petit commentaire peut-être? Alors c'est plutôt une citation que je trouve assez intelligente de LR407 qui dit: quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. Ah bah voilà. Et ajoutons peut-être le commentaire de Jackie Bordage qui dit non, puisque nous insistons encore à construire trop près des cours d'eau, des littoraux, et certains permis de construire ne devraient pas être attribués. Le climat semble évoluer plus vite que nos décisions pour y faire face. Voilà, en tout cas, on aura eu l'occasion aussi d'en parler dans ce débat. Merci messieurs. Merci à vous, merci messieurs. Et bien sûr, à une prochaine fois, 9h39.